Donc on va continuer notre réflexion qui a démarré déjà hier sur la société et les États des Émirats du Golfe. Donc tout le long de la journée, la demi-journée d'hier et la demi-journée d'aujourd'hui, nous avons travaillé sur la question des États au niveau interne. Là, on va démarrer une réflexion sur l'enjeu international, même si effectivement l'international n'a jamais quitté notre réflexion depuis hier après-midi. Donc nous avons le plaisir de recevoir deux éminents spécialistes, Mourad Chabi, qui est chercheur au CERDAP 2 et qui est docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur, qui va nous parler d'une question qui est quand même fondamentale sur le... J'arrive pas à voir. Ah non, sur les pays occidentaux dans le Golfe et leurs bases militaires. Et puis également Zakaria Taha qui va nous parler des interventions des pétromonarchies dans la crise syrienne. Bien, donc rapidement, je donnerai la parole à Mourad, qui est donc docteur en sciences politiques, chercheur au CERDAP 2, et également il a coordonné une revue, un numéro spécial de la revue internationale de l'Université de Laval en avril 2017, consacré aux enjeux géopolitiques. Mourad, vous avez la parole et 20 minutes. Alors bonjour à toutes et tous. Donc comme Jamil vous l'a précisé, mon intervention d'aujourd'hui va porter sur les pays occidentaux dans le Golfe et leurs bases militaires. Alors qui dit base militaire des États occidentaux dans le Golfe dit nécessité de revenir sur l'histoire. Une histoire courte en l'occurrence, elle commence après la Seconde Guerre mondiale ou à partir de la Seconde Guerre mondiale pour certains États, en l'occurrence beaucoup plus tôt pour d'autres. C'est pour cette raison que j'ai découpé mon intervention en plusieurs temps. Premier temps, je vais vous évoquer la présence britannique, c'est la présence historique dans cette région, donc clairement de colonies britanniques, puis ensuite la présence américaine, donc au travers des bases américaines, puis ensuite les bases françaises installées dans le Golfe, et ensuite, pour terminer, sur une interrogation du pourquoi ces bases, pourquoi ces positionnements précis dans tel ou tel pays, et l'éventuelle continuité ou future de l'installation de telle ou telle base dans tel autre pays, et avec un regard final, bien évidemment, sur une focale beaucoup plus large au niveau moyen-oriental, en très rapidement regardant un peu ce que font les voisins. Alors, historiquement, la Grande-Bretagne établit des protectorats dans pratiquement l'ensemble des monarchies du Golfe, pour certains dès le 15e, 16e, même plus tôt pour d'autres. Vous avez ici, dans cette carte-là, de couleur, je pense que vous l'avez en marron, je ne sais pas, moi je l'ai en marron, vous l'avez ici, voilà, en vert. Donc toute la côte le long du Golfe, Bahreïn, Qatar, la côte des Pirates, l'ancienne côte des Pirates, Mascate, Oman, Aden, l'Égypte également, le Soudan et une partie de la zone côte est de l'Iran sous influence britannique entre 1907 et 1921, où les Britanniques sont de facto installés. Installés, mais ils posent en l'occurrence les jalons de l'installation d'une base militaire à partir de 1935. 1935, c'est l'année d'établissement de la Royal Navy à Mina Selma au Bahreïn. Pourquoi le Bahreïn? Regardez, on revient en arrière. Lorsque vous regardez ici Bahreïn, vous voyez qu'elle est à la croisée de ce golfe. Je ne sais pas si vous voyez la souris, que je bouge ou pas. Bon. Elle est à la croisée de ce golfe et elle permet bien évidemment un contrôle direct sur les ressources pétrolières et en amont, bien évidemment, aussi du détroit d'Ormuz. En 1968, donc 33 ans après, un travailliste, Harold Wilson, alors Premier ministre du Royaume-Uni, décide du retrait de la quasi-intégralité des forces britanniques stationnées à l'est de Suez. Donc clairement,
dans le Golfe et notamment à Bahreïn. Les installations demeurent, elles ne sont pas grandes, elles ne sont pas aussi grandes qu'elles le sont aujourd'hui, et le retrait est effectif en 1971. Il restera bien évidemment un contingent qui va aider ici à Bahreïn à former la marine bahreïnie, les forces également spéciales et l'armée, la petite armée de l'air à l'époque bahreïnie qui existe, mais les Britanniques en tout cas se retirent. Un retour remarqué. Là, on saute et on fait un bond dans l'actualité. Il ne se passe pratiquement pas grand-chose de 1971, le retrait effectif, à 2014, sauf bien évidemment les prépositionnements de navires ou bien des contrôles ou bien des exercices militaires très fréquents, des accords militaires qui existent. On pourra en venir en discuter lors de la période de questions. Mais les Britanniques, en 2014, plus précisément le 5 décembre 2014, signent un accord. Les Bahrainis signent un accord avec la Grande-Bretagne pour la création d'une base navale permanente à Bahreïn. Depuis donc 71, comme je vous l'ai dit, il n'y avait plus de base permanente, mais des points d'appui, de positionnement, où les Britanniques venaient en cas de nécessité, ou en cas d'exercice militaire, ou en cas de besoin, par exemple pendant la guerre du Golfe, ou ensuite lors de l'intervention militaire américaine en 2003. Et ici, cet accord est intéressant tout simplement parce que cet accord est signé en 2014, il est effectif et il va être effectif dans les prochains mois. Et en 2017, donc il y a très peu de temps, le 29 août 2017, les Britanniques ont signé un accord avec Oman pour l'utilisation par les navires militaires britanniques de la base de Dokkum. On va regarder après dans la carte où ça se situe et c'est intéressant de voir cet aspect géographique, positionnement géographique de Dokkum, justement pour interroger de nouveau le pourquoi du positionnement britannique. Et là, ce qui est important, c'est qu'il y a la création d'une base de soutien logistique commune et il est important de noter que cette base pourra accueillir à la fois des porte-avions, mais également des sous-marins. Porte-avions. Pourquoi? Parce que les Britanniques, comme vous le savez, ont lancé un programme de construction de porte-avions après celui de la France. Nous en avons un. Les Britanniques, eux, en ont lancé 2. Le 30 août 2017, l'HMS Queen Elizabeth a fait les essais et il va être opérationnel, il va être inauguré le 7 décembre. Donc à partir du 7 décembre 2017, le porte-avions britannique va pouvoir effectuer sa première longue sortie. Il n'est pas encore équipé de ces appareils, donc les F-35B qui devraient normalement être à son bord, mais en l'occurrence, il est encore en rodage et en test. Et vous pouvez voir à droite le HMS Prince of Wales, qui lui est actuellement en construction et dont la fin programmée est prévue pour 2022. Ça veut dire que les Britanniques posséderont 2 porte-avions, donc la possibilité d'avoir un groupe aéronaval en permanence dans la mer, contrairement par exemple la marine française qui n'en possède qu'un et qui doit se priver de ce porte-avions lorsqu'il est en radeau et qu'il est en maintenance, notamment avec la centrale à chaudière nucléaire. Alors, pourquoi Dokkum? Regardez où est situé Dokkum. Vous voyez ici des cartes américaines, faites abstraction de ça pour le moment. Vous voyez que, justement, Dokkum est situé en dehors de ce détroit d'Ormuz. On va essayer d'aller un peu plus loin. Et regardez un peu comment se situe Dokkum. On est ici, au travers de cette base, directement en contact soit avec le golfe d'Aden, soit avec le golfe d'Oman et dans l'océan Indien. Donc, je vous demande de retenir ces petits éléments-là. On va revenir dessus à la fin. Alors bien évidemment, vous avez les Britanniques, mais vous avez également les Américains. L'histoire est plus récente pour les Américains, il n'y a pas eu de colonisation, mais elle débute en 1944, dès le départ, par la présence qui n'est pas une présence définitive, mais de troupes américaines présentes sur le sol. En 1949 est créé, vous le voyez, un commandement pour les forces américaines au Moyen-Orient. En 1951, les Américains commencent à s'installer ou à avoir des points d'appui permanents en appui ou dans les bases britanniques situées à Bahreïn. En 1968, je reprends ici l'élément. Il est important tout simplement parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où les Britanniques ont décidé de quitter Bahreïn, les autorités bahreïnies, qui n'étaient pas encore autonomes à cette époque, ont demandé à ce que les Américains puissent venir. Les États-Unis sont allés aussi voir à l'époque, souvenez-vous, en 1971, nous sommes à l'époque du Shah, ont demandé dans un premier temps à une installation d'une base militaire navale auprès des Iraniens, le Shah refuse, et donc en 1971, il y a aussi un événement qui se passe dans la région, le Shah, lors de l'indépendance des monarchies du Golfe, fait occuper des îles, 3 îles, Abu Moussa, Petite et Grande Tombe, et il faut attendre 1977, donc
2 ans avant la révolution islamique, pour que la doctrine Carter se mette en place, la RD, Rapid Deployment, JTF, donc Joint Task Force. Ça correspond à quoi, cette RD JTF? C'est la possibilité pour les États-Unis d'envoyer en moins de 48 heures à 72 heures 100 000 hommes, et donc en prépositionnant des forces dans plusieurs pays, en l'occurrence Oman, Bahreïn, mais également l'Arabie Saoudite et l'île de Guam. 1980, début de la guerre Iran-Irak, elle durera 8 ans, jusqu'en 1988. En 1981, Reagan, donc qui entre-temps a été élu, suite à la défaite de Carter, établit lui ce qu'il appelle le corollaire à la doctrine Carter. C'est-à-dire que pour lui, il ne va pas prépositionner, en l'occurrence, les équipements restent, il ne met pas en place cette force de 100 000 hommes, mais il négocie avec l'Arabie Saoudite directement la possibilité d'utiliser 9 de ses ports en eau profonde et 12 de ses aérodromes militaires. Et en échange, l'Arabie Saoudite obtient la possibilité d'acheter des armements avancés. Concrètement, les Américains permettent aux Saoudiens et aux pays du Golfe d'acheter pour 200 milliards de dollars de matériel américain, tout en, bien évidemment, posant une nuance. Cette nuance, c'est le QME. Qualitative Military Hedge, c'est-à-dire qu'il est négocié avec Israël la possibilité et l'obligation, lorsque les États-Unis vendent du matériel militaire américain aux pays du Golfe, que ce matériel américain soit technologiquement inférieur à celui vendu à Israël. C'est la condition sine qua non pour que les pays du Golfe puissent accéder à 200 milliards de dollars d'achat d'armement. Concrètement, il y avait ici la crainte pour Israël de voir une bascule des forces s'opérer au profit des États du Golfe. Et souvenez-vous, à cette époque, nous sommes en pleine guerre Iran-Irak. Donc la création du Golfe, ensuite du Conseil de coopération du Golfe en 1981. Vous avez ici le drapeau représentatif de ce conseil. Ensuite, en 1983, se passe une chose, elle est assez importante parce que en 1983, il y a transformation de ce que vous aviez précédemment, en l'occurrence ici, la doctrine Carter, puis précédemment aussi la doctrine RD-JTF en CENTCOM. CENTCOM, cela signifie que le commandement central est basé dorénavant dans cette région et que ça dénote concrètement la haute priorité accordée par les États-Unis à cette zone du monde. 88, affrontement entre des navires iraniens des passes d'Aran et la marine américaine. 90-91, le CENTCOM s'établit de manière définitive. Installation à partir de 1991, lors de l'opération Desert Storm, des troupes américaines, donc au Koweït, dans un premier temps, une brigade, après le retrait des forces américaines. Il y a la réactivation de la 5e flotte seulement en 1995. En 1995. Et là, elle s'installe à Bahreïn. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un retour en force, entre guillemets, de la présence américaine massive et stable et pérenne dans ces bases-là. En 1996, l'émir du Qatar de l'époque négocie directement avec les Américains. À l'époque, souvenez-vous, il y avait l'opération, il y avait l'embargo international, il y a eu l'opération Renard du désert en 98, et il fallait prépositionner les avions de combat américains dans une base, et le Qatar s'est proposé de les accueillir, et c'était aussi le moyen pour le Qatar de pouvoir compter ou de pouvoir sceller un accord de négociation ou de défense directe avec les États-Unis, donc protection contre accueil des moyens militaires situés pérennement sur le sol qatari. Ensuite, les attentats du 11 septembre vont complètement chambouler ces prépositionnements militaires. On va voir comment. Immédiatement après les attentats, vous avez bien évidemment les opérations militaires qui sont lancées en Afghanistan, puis ensuite en Irak, dans la foulée. Et en 2002, il y a, je voulais passer un peu rapidement, mais il y a eu l'attentat de Khobar en 96, il y en avait eu un autre en 95, et il y a le refus saoudien de faire en sorte d'accepter des troupes américaines sur son sol, et donc il y a déménagement de l'US Central Command des États-Unis au Qatar. Et donc, le Qatar dispose de bases capables d'accueillir près de 500 avions, combat, support et maintien des troupes. C'est énorme. 500 avions de combat pour un État comme le Qatar, qui a une superficie à peu près 40 fois inférieure à celle de la France, c'est énorme. En 2002, il y a un peu la course
des différents Émirats pour faire en sorte d'accueillir et d'installer les troupes américaines. En 2002, les Émirats arabes unis proposent la base d'Al-Dafra, où d'ailleurs sont basés les avions français, nous le verrons tout à l'heure, aux Américains. Il y a un soutien résolu du Koweït à l'offensive américaine lancée en 2003 contre Saddam Hussein, et un quart du territoire koweïtien est mis à disposition des troupes américaines, armées de terre et armées de l'air, pour des exercices et pour un prépositionnement de matériel. 2003, il y a une semaine après la prise de Bagdad, les États-Unis annoncent le retrait effectif de l'ensemble de leurs forces situées en Arabie Saoudite, à l'exception de 500 hommes qui, eux, appuient les forces saoudiennes ou les assistent dans leur maintien de matériel, des instructeurs. 2003 commence pour les États-Unis d'importants aménagements de base aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn. À partir de 2004, il y a l'US Department of Defense publie la Global Defense Posture qui voit la création de CSS. La CSS, ce sont les Cooperative Security Sites. Clairement, il y a des bases pérennes, donc Qatar, Koweït et Bahreïn, et les Émirats arabes unis, Oman et l'Arabie saoudite disposent d'infrastructures à même d'accueillir, en cas de besoin, des forces américaines rapidement. C'est-à-dire que l'ensemble des États du Golfe, des monarchies du Golfe, se sont proposées pour pouvoir accueillir les bases américaines. Je vais accélérer un peu. Alors, plus concrètement, sur les cartes, voilà ce que ça donne. Vous avez ici, en haut, en bleu, je ne sais pas si vous l'avez en bleu et en vert, vous avez les mêmes couleurs que moi, les bases militaires américaines donc, dans le Golfe, donc à la fois navales et terrestres, et en bas, les bases aériennes. Et regardez, vous avez entre le Koweït, Bahreïn, Qatar, les Émirats arabes unis, Oman et l'Arabie saoudite, tout un ensemble de prépositionnements, donc en vert ici, comme je vous l'ai dit, bases aériennes, d'ailleurs même à la Mecque, à proximité de la Mecque. La 9 ici, vous avez la King Fahd Abdullah base. Et ensuite, à Oman, 3 bases aériennes et notamment la base d'Abouk dans laquelle on reviendra. Voilà où sont prépositionnés les matériels et les bases américaines. Plus concrètement, vous voyez apparaître dans le positionnement, c'est un document qui date de 2017, les sources viennent du département de défense américaine, et vous voyez une sorte de ligne de front. Face à qui? Face à l'Iran. Pas seulement. La Jordanie, pour Daesh. Donc vous voyez ici où sont déployés et le nombre de soldats déployés dans chacune des monarchies du Golfe. Donc voilà un peu ce qu'il apparaît aujourd'hui des troupes américaines dans le Golfe en 2017. Plus proche de nous, la présence française, parce que les Français ont installé une base, c'est une installation récente qui s'est faite en janvier 2018, et cette installation, cette implantation, en fait, s'appelle IMFAO, en l'occurrence, implantation IM française aux Émirats arabes unis. Et concrètement, c'est une base de soutien opérationnel, mais qui a la nécessité d'accueillir, en cas de tension, des troupes supérieures à 400-500 hommes. Il y a ce que l'on appelle ici un corps interarmé. Vous avez des navires, comme vous le voyez ici, frégates. Vous avez des avions de combat, 6 Rafales en général, avec un ravitailleur ou bien des avions de guerre électroniques, des ATL-2, et un détachement d'un bataillon qui s'entraîne assez régulièrement avec les Émiratis, et notamment au combat de chars ou bien au combat dans le désert. Et elle s'est installée en 2008. Plus concrètement, c'est ici à Abu Dhabi. Vous avez ici l'implantation vue par satellite, la base aérienne d'Al-Dafra, le groupement terrestre militaire de Ben Zayed et la base navale de soutien. Un petit rappel, mais je vais passer rapidement parce que je pense que vous avez dû entendre ça toute la journée sur les relations existantes entre les différents acteurs. Alors, en lien avec l'implantation de ces bases militaires occidentales, je précise, c'est bien l'intitulé de la présentation, je vais vous donner et je vais vous montrer deux graphiques qui peuvent être intéressants. On a très souvent évoqué le fait qu'il y avait un recul du besoin ou moins de besoin d'hydrocarbures provenant des États du Golfe ces dernières années, et donc ceci expliquant peut-être cela, le désintérêt entre guillemets grandissant des États-Unis pour cette région du monde. C'est pas concrètement vrai, parce que des chiffres, comme vous le voyez ici dans ce graphique, il y a eu des baisses des importations, en fonction du prix et de l'évolution du prix. Il y a eu bien évidemment le développement des pétroles bitumineux aux États-Unis et puis des gaz de schiste également. Mais il faut savoir que plus le pétrole
est peu cher, plus le pétrole est cher, pardon, plus cela avantage les producteurs nord-américains ou autres, et plus le pétrole et le prix est attractif, et plus les États du Golfe deviennent intéressants parce que la qualité de leurs hydrocarbures est très différente et a un avantage certain, et notamment un coût moindre d'exploitation en comparaison de celui situé aux États-Unis. Et une chose nouvelle qu'il faut noter, depuis juin 2013, ici, vous voyez, les importations de pétrole chinoises dépassent dorénavant celles des États-Unis. Et donc, qui dit importation chinoise supérieure à celle des États-Unis, dit nécessité de contrôle, tout simplement en cas de tension, par exemple, ou en cas de pression. S'il y a un jour, même si les deux puissances sont interdépendantes économiquement et qu'un conflit ne pourrait pas exister, il y a là un moyen de pression supplémentaire de la part des forces britanniques et américaines pour un prépositionnement dans cette zone. Et regardez ici comment on peut voir cette lecture. Vous avez ici l'îlot de Diego Garcia, qui abrite des bombardiers B-52 et puis des navires et porte-avions qui viennent ravitailler. Vous avez ici Oman, qui devient une pièce maîtresse. Pourquoi? Parce que les Iraniens, dans le Golfe, ici, ont développé, dans leur capacité navale, et notamment les passes d'Aran, ont une capacité d'asymétrie navale. C'est-à-dire qu'ils pourraient être amenés à paralyser tout trafic, tout commerce maritime. Donc, comment ont réagi les États du Golfe? Je vais revenir sur la carte précédente. Ils ont développé leurs oléoducs. L'Arabie Saoudite, le Koweït, par exemple, dispose d'oléoducs qui, actuellement, les travaux sont en cours, auraient la possibilité d'évacuer l'ensemble de leurs hydrocarbures, non plus en passant par ce goulot d'étranglement qu'est le détroit d'Ormuz, mais par Oman. Donc, qui dit nécessité d'exporter les hydrocarbures par le biais d'Oman, dit nécessité de sécurisation de ces emplacements dits stratégiques. Enfin, vous avez ici ce que l'on appelle, et regardez un peu le positionnement des différentes marines, vous avez les Chinois avec leurs colliers de perles, la stratégie des colliers de perles qui se sont installés un peu de partout. Vous avez les bases navales indiennes et ici américaines, britanniques qui vont venir s'installer, françaises. Mais il y a des choses, et là je sors du cadre des puissances occidentales nouvelles qui sont en train de se passer, c'est qu'on assiste depuis peu à l'installation de bases militaires navales, à la fois d'acteurs régionaux mais aussi globaux et régionaux. Les Chinois, par exemple, ici vous avez une carte, se sont récemment installés à Djibouti et ont construit une base capable d'accueillir près de 10 000 hommes. Et ils ont dorénavant en positionnement continu 2 destroyers qui prochainement seront rejoints par des pétroliers ravitailleurs et ils sont en train de construire 2 autres porte-avions. Ils en ont déjà en activité. Et la première sortie du porte-avions chinois qui devrait se faire normalement courant 2018, sa première sortie effective se fera en direction de Djibouti. Vous avez l'Arabie Saoudite qui s'est installée également ici à Djibouti, qui a construit une base dans un cadre d'un accord militaire. Pourquoi? Parce qu'il faut sécuriser à la fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les approvisionnements pétroliers saoudiens en direction ici d'Oman. Mais regardez, l'Arabie Saoudite a aussi ici dégage ses hydrocarbures par le biais de la mer Rouge. Et l'achat, ou bien la négociation, la volonté d'achat de l'île égyptienne n'est pas neutre. C'est-à-dire que les Saoudiens déploient dorénavant ici une base navale pour sécuriser et éviter qu'elle soit trop exposée aux Iraniens, et ici exposer et pouvoir ressortir leurs hydrocarbures en direction directe de l'océan Indien sans avoir à dépendre de ce goulot d'étranglement qu'est détroit d'Ormuz. Et rapidement. Alors, vous avez également les Émirats arabes unis qui se sont installés à la fois en Érythrée et dans le Somaliland, donc installation de 2 bases. Et vous avez un nouvel acteur aussi, dont on a entendu parler il y a peu de temps, les Turcs qui viennent de construire une base dans le Somaliland et au Qatar, avec un appui lors des différentes crises qui se sont déroulées. Et enfin, pour terminer, ouverture de la première base permanente américaine en Israël. Depuis le 18 septembre 2017, une base américaine ici, dans la base aérienne de Bislash, est opérationnelle et les Américains ont installé sur place tout un réseau de défense anti-aérienne dans l'éventualité d'une attaque, soit de la part du Hezbollah, soit de la part de la République islamique d'Iran. Merci. Merci Morad. Merci Morad pour cette
éclairante intervention. Donc on voit bien effectivement que la prolifération des bases militaires dans cette région transforme ce territoire petit à petit d'un espace de paix en espace de guerre quasi permanente. Et la transition est tout à fait trouvée et faite. Donc je donne la parole tout de suite à Zakaria Taha, qui est maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, au département civilisation arabe, pour nous parler des interventions de pétromonarchie dans la crise syrienne. Merci beaucoup, Jamil. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà, ça va être difficile de faire aussi bien que Mourad. Donc, moi, je pense me concentrer sur un point principal qui est notamment lié aux conséquences des rivalités entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et les conséquences, bien évidemment, sur la crise syrienne. Mais avant tout, je souhaite peut-être faire un petit constat sur la politique des monarchies du Golfe concernant la Syrie. La première chose qu'on peut remarquer, c'est l'absence d'une politique unifiée. Alors, on a les monarchies de Golfe qui se trouvent dans un conseil, le CCG, Conseil de coopération du Golfe. Malgré tout ça, on va remarquer rapidement, avec le temps, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, et même dès le début, qu'il n'existait pas une politique unie. C'est vrai, on a deux acteurs principaux qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais après, il y a d'autres pays. Il n'y a pas que l'Arabie, il y a le Koweït, il y a le Bahreïn, il y a les Émirats également. Et ce qu'on remarque dans la politique des monarchies du Golfe, c'est qu'il y a des rivalités, mais il y a aussi des positions qui sont différentes, qui ne sont pas forcément liées avec la politique de l'Arabie Saoudite, qui est l'acteur principal et la puissance principale au sein de CCG. Si je peux dire, par exemple, ici, l'absence d'une diplomatie, concernant l'absence d'une diplomatie unifiée, on va remarquer qu'en effet, le Qatar et l'Arabie Saoudite adoptent, dès le départ, des positions en faveur du mouvement des contestations. Et encore, ça, c'est à relativiser. Parce que si on regarde le mouvement de contestation syrien qui a été déclenché le 16 mars, mi-mars, en tout cas en 2011, les deux premiers mois de la révolution syrienne, il y avait une absence, une ambiguïté de la part de l'Arabie Saoudite, mais aussi de Qatar, qui sont aujourd'hui les deux acteurs qui se tiennent militairement et politiquement la Syrie. Donc pendant les deux premiers mois, le Qatar, Al Jazeera par exemple, ne couvrait pas du tout le mouvement des contestations. L'Arabie Saoudite, c'était exactement la même chose. Ils étaient contre le régime syrien, qui est un allié de l'Iran. Donc on sait très bien le rapport entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est un rapport de force. L'Arabie Saoudite ne veut absolument pas voir l'Iran augmenter et accroître son influence. Mais malgré tout, l'Arabie Saoudite, en particulier, elle préférait un Bachar al-Assad stable, même s'il est quelque part allié des Iraniens, qu'une Syrie où on ne sait pas quel régime, notamment s'il y avait des islamistes. D'accord ? Donc, ce point est important, je pense, il est important de le signaler, qu'au départ, les positions du Qatar et de l'Arabie Saoudite avaient une certaine ambiguïté vis-à-vis de mouvements de contestation syriens. Donc, effectivement, l'Arabie Saoudite, avec le temps, avec l'intensification des violences, notamment de la part du régime syrien, il y a un changement, il y a une évolution très rapide. D'abord en faisant pression sur la Ligue arabe, la Syrie, notamment avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Qatar avaient fait pression sur la Ligue arabe pour évincer la Syrie, ou en tout cas suspendre la Syrie de la Ligue arabe. Il y a eu des pressions également sur le plan international. Ils ont essayé absolument en tout cas à partir de 2012,
de armer, même d'inciter les puissances internationales, y compris les États-Unis, les Occidentaux, à aller dans ce sens-là, de trouver une solution militaire à la crise syrienne. De ce point de vue, il y a un accord entre le Qatar et l'Arabie saoudite sur la nécessité de faire chuter le régime de Bachar al-Assad. Même après, on va voir, on le dira là tout à l'heure, que cette position n'est pas si compacte que ça. Mais après, il y a le Bahreïn, il y a le Koweït, il y a les Émirats, il y a Oman. Et ces pays-là n'ont pas tout à fait, même s'ils restent quand même dans le cadre de la politique de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire dans le cadre de CCG, le Bahreïn, par exemple, reste plutôt en retraite. Le Koweït, par exemple, il a rouvert son ambassade à Damas en 2014. Alors qu'il y a eu pourtant sous pression de l'Arabie saoudite et de Qatar, les monarchies de Golfe ont voulu absolument couper les relations diplomatiques, économiques avec la Syrie. Donc le Koweït, en 2014, ouvre son ambassade. Concernant les Émirats arabes unis, les hommes qui sont liés au régime syrien, que ce soit hommes d'affaires ou hommes politiques, ont continué à faire affaire aux Émirats. Donc on remarque que cette politique, elle n'est pas si homogène, elle n'est pas unifiée. Même si on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a l'Arabie saoudite qui domine bien évidemment le Conseil de monarchie de Golfe, le CCG, mais il n'arrive pas à imposer son point de vue. Et peut-être cette absence d'une politique unifiée, on pourra peut-être l'expliquer par trois facteurs. Moi, je pense qu'il y en a trois, peut-être il y en a plus. Le premier, c'est lié en premier à l'hésitation vis-à-vis du printemps arabe. Le printemps arabe, c'est quand même un mouvement de contestation populaire qui vise les régimes autoritaires, donc les monarchies de Golfe, c'est pas très démocratique. Il a souvent, en tout cas au début, entraîné, provoqué la montée en force des islamistes, donc des frères musulmans en particulier. L'Arabie saoudite et les Émirats, ils sont très sensibles à cette question. Pour eux, les islamistes, les frères musulmans, c'est encore plus dangereux que l'Iran, parce que ça concerne la sécurité intérieure de l'Arabie saoudite. Donc, de ce point de vue, le printemps arabe, l'Arabie saoudite, d'ailleurs, il faut le dire, était contre les mouvements de contestation seulement en Syrie. Pourquoi elle était pour les contestations en Syrie? Parce que tout simplement, le régime Bachar al-Assad, c'est un allié de l'Iran. L'intérêt de l'Arabie saoudite, c'est en effet de limiter l'influence croissante de l'Iran, notamment depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Donc l'Iran intervient en Irak, intervient au Yémen, intervient en Syrie, intervient au Liban. Pour l'Arabie saoudite, il faut absolument limiter, et puis la Syrie, donc c'est peut-être le seul pays où pourra faire quelque chose. Donc si l'Arabie saoudite appuie, ou l'a appuyé après le mouvement de contestation syrien, c'est bien parce que tout simplement voulait limiter l'influence de l'Iran. Un autre facteur, c'est peut-être un facteur économique qui est lié au rapport économique avec l'Iran, notamment concernant les Émirats arabes unis, mais aussi le Qatar, puisqu'on le sait, le Qatar partage avec l'Iran un des plus grands gisements de gaz. Donc, le rapport avec l'Iran n'est pas tout à fait la même chose qu'avec entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y a quand même des intérêts économiques entre l'Iran et les Émirats, entre l'Iran et le Qatar, qui font en sorte que l'Arabie saoudite n'arrive pas à imposer son point de vue hostile à l'Iran. Encore le troisième facteur, je peux dire, c'est peut-être un rapport avec le premier, c'est la montée en force des frères musulmans, donc, qui sont arrivés au pouvoir, notamment en Tunisie en 2011 et en Égypte, d'accord. Et c'est l'arrivée des frères musulmans, donc pour l'Arabie saoudite, c'est un danger qui est lié, donc qui pourrait menacer sa sécurité intérieure.
Donc, je pense que ces facteurs-là, ils ont fait en sorte que les rivalités entre ces monarchies, les monarchies du Golfe, émergent, et notamment il a émergé avec le Qatar. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que la dernière crise des monarchies, qui s'est éclatée notamment entre, d'un côté, le Qatar, d'un autre, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn et l'Égypte, on peut dire peut-être que la crise syrienne est pour quelque chose. Et pourquoi? Parce que le Qatar, qui appuie donc depuis 2011-2012, notamment des mouvements qui sont liés aux frères musulmans ou des groupes armés qui sont en rapport avec les frères musulmans, et provoque quelque part un quelque ceci chez les Saoudiens, qui eux-mêmes soutiennent d'autres groupes armés, plutôt quiétistes, salafistes, mais quiétistes. D'accord, djihadistes quelque part, mais en tout cas quiétistes, qui n'ont pas vocation à aller gouverner, en tout cas à aller faire chuter un régime, qu'ils acceptent en tout cas les régimes politiques en place. Donc les outils, je peux passer maintenant à deuxième titre, mon titre, c'est les outils des monarchies de Golfe, donc les outils d'intervention des monarchies de Golfe dans la crise syrienne. Les acteurs, les deux principaux acteurs de la crise syrienne, dans la crise syrienne en tout cas, c'est, bien évidemment, on l'a dit, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Les deux avaient intérêt donc, à faire chuter le régime de Bachar al-Assad, et chaque pays suit une voie qui est différente. Donc les Saoudiens, par exemple, soutenaient, si je reprends un petit peu le discours du roi Abdallah Ben Abdelaziz le 7 août 2011, qui lui a appelé absolument à une pression politique, militaire au niveau arabe, régional arabe, mais aussi au niveau international. Il a essayé également d'appuyer sur le plan politique, par exemple la coalition internationale syrienne. On a essayé de mettre des hommes qui sont en rapport, qui ont des liens avec l'Arabie Saoudite. L'exemple le plus marquant, c'est il y a la semaine dernière, avec la formation d'un comité qui est destiné à négocier à Genève avec le régime syrien. Et c'est l'Arabie Saoudite qui va imposer, qui va essayer de marginaliser le Qatar, notamment le Qatar, en imposant ces hommes au sein de ce comité pour négocier. Et les événements, ont fait en sorte que l'intervention, surtout l'intervention de la Russie dans le conflit syrien, qui a finalement débauché sur un petit peu un échec, une mise en échec de la politique des monarchies de Golfe, notamment celle de l'Arabie Saoudite et de Qatar. Un échec, pourquoi? Parce que, tout simplement, la Russie, alliée de l'Iran, qui ont fait en sorte que le régime syrien se maintienne au pouvoir. Donc il y a eu un changement, et puis vis-à-vis de la crise syrienne, un changement un changement stratégique au niveau de la politique saoudienne vis-à-vis de la crise syrienne. Qui est d'ailleurs un changement qui n'est pas négligeable. Les Saoudiens, aujourd'hui, acceptent par exemple que Bachar al-Assad reste au pouvoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'acteur principal est la puissance internationale qui a réussi à s'imposer sur le dossier syrien, c'est bien évidemment la Russie. Et la Russie, donc, est dans son intérêt aujourd'hui que Bachar al-Assad reste, parce que c'est son allié et c'est lui qui a fait en sorte que la Russie peut continuer à faire sa politique et sa stratégie, se montrer comme un acteur international égal à celui des États-Unis. Donc, les États-Unis qui, eux aussi, qui sont quelque part hésitants et voire
ils ne veulent pas intervenir directement en Syrie. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt en Syrie, il faut le dire. Et donc, ils laissent la question syrienne aux Russes. Le Russe, dans ce cas-là, donc, il s'impose, y compris, il s'impose sur d'autres puissances régionales comme la Turquie, et y compris donc l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est évincée, notamment depuis la chute d'Alep. La chute d'Alep, donc ça marque pratiquement une sorte de rétablissement du régime de Bachar al-Assad, et donc ça marque aussi la marginalisation de l'Arabie Saoudite, de Qatar et des monarchies du Golfe. En tout cas, les deux principaux acteurs, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite ne veut pas se voir marginalisée à 100%. Elle accepte les clauses qui sont mises par Poutine, donc par la politique russe en Syrie. Donc, accepter Bachar al-Assad. Et ça, ce qu'on a vu, hein, parce que les pourparlers à Genève commencent avec un comité de négociation élargi qui comprend des personnalités qui sont proches de la Russie, proches de l'Égypte, mais aussi donc, qui acceptent surtout Bachar al-Assad, hein, qui acceptent en tout cas le rapport, ou en tout cas la déclaration qui à la fin de cet accord, c'est très ambigu. On parle d'une période transitoire qui pourrait se faire sans Bachar al-Assad, mais après on dit qu'il faut négocier sans condition. Donc il y a une ambiguïté vis-à-vis de l'avenir de Bachar al-Assad, en tout cas dans les négociations à venir. Et l'Arabie Saoudite accepte ce jeu, finalement. Accepte ce jeu, pourquoi? Parce que tout simplement ne souhaitait pas rester en dehors de la question syrienne. Il veut absolument rester dedans, savoir surtout qu'il a été notamment évincé des accords d'Astana. À Astana, il y avait seulement l'Iran, la Turquie et la Russie. Voilà. Donc, si je peux conclure rapidement, les conséquences de la politique des monarchies de Golfe, on remarque rapidement qu'il y a une évolution très rapide. Cette évolution est liée avant tout aux acteurs internationaux, notamment la Russie, qui a réussi à s'imposer sur le dossier syrien, mais aussi qui est liée au retrait des États-Unis sur le dossier syrien. D'accord ? Donc, l'Arabie Saoudite, le Qatar, marginalisés, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est rester dans le jeu, mais rester dans le jeu tout en acceptant la politique, la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Russie, l'Iran qui sont les grands gagnants, hein, et pas Bachar al-Assad, surtout pas Bachar al-Assad. Lui, il est là parce qu'on a besoin de lui, mais peut-être un jour, on pourra s'en débarrasser. Mais les grands gagnants, c'est donc la Russie et l'Iran. Donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, très marginalisé. L'Arabie Saoudite essaye de revenir, mais selon les dérogatives, si vous voulez, russes. Voilà, merci. Bien, merci Zakaria pour cette intervention. C'est pas vraiment facile de prendre de la distance lorsqu'on est au cœur même de l'événement. Si je retiendrai, en fait, je dirais, trois choses de votre intervention. Interaction, rivalité, échec. Interaction entre sécurité interne et sécurité extérieure de ces États ou ces monarchies pétrolières. Et donc, on voit bien que la crise syrienne a énormément cristallisé cette interrogation-là, cette problématique. Rivalité entre ces différents Émirats. Donc, et on voit bien effectivement que ce qui a été dit hier au préambule, que lorsqu'on aborde cette question-là, il faut peut-être repenser la question de l'État, puisqu'on est vraiment dans une situation où ces États-là sont des Émirats, et des Émirats liés à leur propre histoire. Et cette rivalité n'est pas née uniquement avec la crise syrienne, elle a quand même des origines beaucoup plus anciennes. Et puis l'échec d'une option militaire, une option militaire qui a peut-être ignoré les puissances régionales, la Turquie, l'Iran, et puis les puissances militaires
qui sont traditionnellement omniprésentes. Et Morad l'a expliqué tout à l'heure, aussi bien la Russie, les États-Unis et bien évidemment toutes les puissances occidentales. En tout cas, merci beaucoup. Donc voilà, 2 interventions fort riches, fort intéressantes, qui doivent certainement donner envie à poser beaucoup de questions et des interrogations. Et nous avons le temps, bien évidemment, avant la pause, de prendre toutes les questions. Donc, parole aux étudiants, d'abord. Merci. Merci pour vos interventions qui étaient enfin, vraiment passionnantes. Il y aurait 1000 questions, effectivement. Alors, du coup, j'ai essayé d'en prendre que 2. Alors, plutôt des questions pour Morad Chabi. Vous avez bien parlé, en fait, des enjeux, et c'est très intéressant de voir les enjeux autour des détroits du Golfe, donc Hormuz et Bab el-Mandeb. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque pour l'Arabie Saoudite de voir justement Bab el-Mandeb contrôlé par les Houthis et donc de voir les 2 détroits, Hormuz et Bab el-Mandeb, où le pétrole passe effectivement, aux mains de l'Iran en fait. Enfin, en tout cas, dans sa rhétorique, aux mains de l'Iran. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce risque-là? Et si ça arrivait, que ferait selon vous la France avec sa base à Djibouti? C'est la première question. La deuxième question, beaucoup plus courte. On sait que, enfin, on a vu des drones américains abattus au Yémen. Que font les Américains au Yémen? Est-ce que c'est simplement de la surveillance, puisqu'ils ont, comme vous l'avez bien montré, beaucoup de bases autour? Ou est-ce que c'est peut-être même un drone qui a été vendu par les Américains à l'Arabie Saoudite? Voilà, si vous pouviez nous éclairer là-dessus. Merci. Moi, j'avais une question pour Monsieur Taha. Vous avez dit que la montée des frères musulmans en Égypte et en Tunisie pouvait menacer la sécurité intérieure de l'Arabie Saoudite. Et en fait, je voulais comprendre pourquoi. Voilà. Oui, merci pour vos interventions. J'ai une question pour chacun des intervenants. Donc d'abord, Morad Chabi, j'aimerais revenir sur la présence française aux EAU. On présente souvent les bases françaises aux EAU comme une vitrine pour l'industrie de l'armement française. J'aurais aimé savoir, à votre avis, dans quelle mesure peut-on qualifier ces bases de vitrine pour l'armée française, et est-ce que les capacités militaires françaises là-bas permettent véritablement une vraie force de projection en cas d'opération? Et plus spécifiquement, en fait, j'ai jamais compris pourquoi les bases françaises étaient dirigées par un contre-amiral. J'ai jamais compris, en fait. Donc, si jamais vous avez une info, j'ai jamais pu trouver. Voilà. Et après, pour Monsieur Taha, vous avez dit que du coup, il y a eu un shift dans la politique saoudienne envers Bachar el-Assad. Donc, en fait, qui finalement c'est a accepté un rapport de force sur le terrain et en fait préfère un Bachar el-Assad stable plutôt que des mouvements islamistes qui arrivent en Syrie. J'aurais aimé savoir en fait quel est l'agenda politique saoudien derrière cette idée, et quelle est la vision de l'Arabie Saoudite pour le futur de la Syrie dans le cas du post-conflit. Voilà. Bien, on va donner la parole à nos intervenants pour répondre à... Alors, je vais commencer par la dernière question pour ensuite, désolé pour la première question qui a été posée, mais ça va être plus simple. Alors, c'est une très bonne remarque. Pourquoi un contre-amiral? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une base, c'est une implantation. Et diplomatiquement, c'est beaucoup moins lourd et il faut ménager le chou et la chèvre. En l'occurrence, il faut faire un équilibre entre la volonté concrète d'appuyer l'Iran et dans la politique qui était à destination, en l'occurrence assez coercitive pendant la période Ahmadinejad et autres, en destination de l'Iran, il fallait laisser une porte entrouverte, et cette porte entrouverte, c'était clairement un accord nucléaire. Et l'accord nucléaire, si la France avait eu une position trop lourde et trop ferme en direction de l'Iran, les marchés iraniens auraient pu nous échapper, tout simplement. C'est-à-dire que il faut toujours
regardez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque la base militaire a été inaugurée, si vous reprenez un peu la presse de l'époque, on dit bien l'IMFAO, donc l'implantation française, et non pas la base. Certains ont écrit la base, mais bon, ils ont peut-être pas été repris, mais en l'occurrence, c'est une implantation. Et concernant la vitrine, vous avez tout à fait raison, parce que à chaque fois que le matériel français a été mis sur place. Il faut savoir que, par exemple, concernant l'armée de terre, les Émiratis ont été les seuls clients à l'export du char Leclerc. Les chars français Leclerc, Azub notamment, sont envoyés sur place pour s'exercer avec les armées émiratis qui espèrent, les Français escomptent moderniser les 436 chars Leclerc émiratis au format Anzus, en l'occurrence, dernier format à même de pouvoir combattre dans les zones urbaines, et c'est pour cette raison d'ailleurs que les troupes françaises ont tendance à s'exercer à la fois pour le savoir apprendre à se battre dans le désert, mais aussi faire en sorte que les Émiratis, en venant s'exercer sur des chars français plus modernes que les leurs, lorgnent un peu sur cette volonté, cette capacité, et remontent un peu l'information à l'état-major. Idem pour les chasseurs Rafale. Ils ont été posés là-bas, ils ont pu être, d'ailleurs des pilotes émiratis ont pu embarquer derrière des pilotes français dans les biplaces pour pouvoir voir un peu les capacités opérationnelles de cet avion, mais le contrat ne s'est pas fait. Idem pour les frégates Forbin, en l'occurrence les dernières frégates françaises, où les industries de l'armement en lien avec les militaires ont tendance à vouloir aussi démontrer le savoir-faire français dans ces questions-là, et vous avez tout à fait raison par rapport à cette implantation. C'est à la fois une vitrine commerciale, politique, montrer que la France existe dans la région et qu'elle a des soutiens, qu'elle peut apporter un soutien tacite, clair, à la fois par sa diplomatie mais aussi par sa force militaire, et voilà un peu donc les conditions. Pour revenir à la première question concernant les détroits de Bab el-Mandeb et ensuite c'était quoi l'autre, Hormuz, c'est ça, voilà. Alors concernant je ne pense pas que les Houthis... déjà, il faut savoir que si vous regardez, vous avez la possibilité, en allant sur Internet, de regarder un peu les différentes avancées de terrain, si vous cherchez bien, des différents acteurs, notamment dans ce qui se passe actuellement au Yémen. En lien avec votre seconde question, vous avez évoqué la question des drones. Il faut savoir que les Américains appuient les opérations de la coalition arabe dans la fameuse opération... Restoring Hope, ramener l'espoir. Bon, c'est plutôt amener le désespoir et la famine et la destruction au Yémen. D'ailleurs, l'ONU a révélé justement l'ampleur du désastre humanitaire qui est en train de se jouer au Yémen. Et les Américains bénéficient à la fois dans les États du Golfe, mais aussi autour, que ce soit à Djibouti, que ce soit au travers des porte-avions embarqués, au travers de forces spéciales prépositionnées, et appuient ici clairement les forces de la coalition émirato-saoudienne avec certains pays du Golfe dans leurs opérations à destination du Yémen. Et enfin, il y a trop de forces propositionnées, il y a trop d'intérêts stratégiques dans ces deux détroits pour que n'importe quel acteur, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, petit les Houthis, qui pourront ici et là, au travers de la symétrie ou en lançant des missiles anti-navires, un peu embêter quelques navires, mais les Saoudiens et les Émiratis contrôlent ces deux zones. Et de l'autre côté, toute une flopée d'ailleurs, une force navale internationale. Vous avez des sous-marins nucléaires d'attaque, vous avez des porte-avions, vous avez des frégates, vous avez les marines occidentales, chinoises, les Russes qui... Donc non, trop stratégique pour être hors de contrôle. Merci. Donc, concernant les frères musulmans en Tunisie, alors il faut dire que la crainte de l'Arabie saoudite, c'est pas que de frères musulmans en Tunisie, mais c'est des frères musulmans en général. Il y a une opposition, on n'en parle pratiquement pas au sein de l'Arabie saoudite, des frères musulmans qui s'opposent au régime et qui sont forts, mais souvent bien sûr, comme dans tous les régimes arabes, ils sont persécutés ou en tout cas l'Arabie saoudite fait en sorte que cette force de cette opposition n'émergeait pas. Et donc, la montée des frères musulmans, donc une force d'opposition, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou n'importe dans quel pays ailleurs, notamment au Proche-Orient. Donc, ça ne peut que influencer ou donner de la force au mouvement d'opposition au sein des régimes arabes. Et il se trouve que
les frères musulmans sont les opposants les plus organisés, qui sont peut-être ont le plus de chances, en tout cas, d'arriver au pouvoir, ce qui s'est passé d'ailleurs, même si c'était avec des pourcentages quand même très modérés, hein, il faut le dire. En Égypte, c'était, je crois, 52, hein, c'était pas énorme. Mais en tout cas, hein, et encore, voilà. Mais en tout cas, les frères musulmans font peur aux Saoudiens. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils ont un discours, alors, des fois, un discours en faveur de l'alternance de pouvoir, en faveur, en tout cas, ils ont un discours même populiste des fois, qui est contre les régimes autoritaires. Et l'Arabie Saoudite est, de ce point de vue, est visée par ce genre de discours. Donc, peut-être un jour déstabilisée. Donc, la montée des frères musulmans, que ce soit en Tunisie, en Égypte, ou au Maroc, ou ailleurs, ça peut avoir des conséquences, en tout cas, des effets sur d'autres pays arabes où il y a des oppositions islamistes. Concernant l'Arabie Saoudite, concernant Bachar al-Assad et l'agenda saoudien, au départ, l'intérêt des Saoudiens, au départ, c'était en effet ne pas déstabiliser la région. Hein, c'est ça qu'ils veulent. Ils préfèrent avoir une région, des régimes stables, autoritaires, peu importe, mais stables. Stables, pourquoi? Parce que pratiquement, ça rejoint la première question. L'instabilité peut provoquer donc des oppositions et donc ça peut avoir des conséquences sur le régime monarchique en Arabie. Quelle est la vision ou quel est l'agenda des Saoudiens vis-à-vis de la question syrienne? Aujourd'hui, honnêtement, il est très limité. Hein. Il est très limité, il est très dépassé. Donc, le but de l'Arabie Saoudite, c'est absolument de freiner l'influence de l'Iran. Un Iran très fort, influente, ne peut que marginaliser et réduire encore plus l'influence de l'Arabie Saoudite, qui veut jouer, en tout cas, qui aspire à devenir, elle l'est déjà, mais en tout cas, qui aspire à devenir encore plus, une puissance régionale importante sur laquelle on peut compter. Les dernières, par exemple, la politique de Ben Salman, le prince héritier, s'inscrit un petit peu dans ce sens-là. Hein. S'imposer, se montrer comme moderne, mais aussi interventionniste. Hein. L'Arabie Saoudite intervient au Yémen, intervient en Syrie. Donc, aussi, en intervenant en Syrie, elle intervient au Liban. Donc, elle est contre l'Iran. Au Liban, parce qu'il y a le Hezbollah, il est contre l'Iran en Syrie, parce qu'il intervient contre Bachar al-Assad. L'Arabie Saoudite, son agenda est absolument, c'est limiter, restreindre l'influence de l'Iran. Merci. Et si je peux me permettre, la peur aussi des Saoudiens vis-à-vis des frères musulmans, c'est parce que les frères musulmans sont les alliés naturels, je dirais, et politiques du Qatar. L'essentialisation des frères musulmans par le Qatar, et notamment en fait leur présence aussi bien en Tunisie, en Égypte, et puis en Libye, plus l'Algérie, donc ça fait peur aussi aux Saoudiens. Et donc ça menace grandement la puissance saoudienne et sa présence aussi bien au Maghreb qu'au Machrek. Tout à fait. Et on peut peut-être rajouter, j'ai oublié de le dire, que les frères musulmans, ils peuvent faire des relations diplomatiques avec l'Iran. Ils ne sont pas opposés, si vous voulez. Les frères musulmans voyaient dans la révolution iranienne comme l'aboutissement de leur projet. Hein. Et puis, quand il est arrivé au pouvoir, Morsi, Morsi, donc, qui est aujourd'hui en prison, donc, qui est issu des frères musulmans, il est allé, lui, voir Ahmadinejad. Et donc, c'est un double menace pour l'Arabie Saoudite. Frères musulmans, donc menace intérieure, aller faire des relations ou des relations diplomatiques avec l'Iran, donc un pays rival à l'Arabie Saoudite sur tous les plans. Donc c'est quelque chose qui est considéré par les Saoudiens comme une menace à la sécurité intérieure. Sécurité nationale. Puis en fait, l'attaque de la Mecque, ceux qui ont attaqué en tout cas la Mecque dans les années 80, ils étaient issus des frères musulmans. Donc c'est les Iraniens. Les Iraniens.
Ah, mais il y a... En 87, c'était des Iraniens, je crois. Non, oui, pèlerinage. Allez-y. Le micro. Merci à tous les deux de vos interventions. J'aurais une remarque et une question. La remarque porte sur la question de sur la vitrine pour donc la France avoir une base et du matériel militaire finalement déjà implanté sur place pour promouvoir son industrie de défense. Les chars Leclerc, ils interviennent au Yémen. Il y a des chars Leclerc déployés au Yémen qui apparemment en plus fonctionnent très bien, mais on n'en parle pas. Et on comprend très bien pourquoi on n'en parle pas, parce que pour le coup, c'est la vitrine qui pose problème, quand on sait la catastrophe humanitaire qu'est le Yémen, avec du choléra, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu le retour de manivelle auquel on s'attendait pas et qui nous revient en plein dans la figure. Et c'est le cas de figure où pour la vitrine, en fait, est peut-être moins attractive qu'elle n'y paraît. La question, elle est pour Zakaria Ta. Vous avez bien rappelé finalement un petit peu les atermoiements, le tâtonnement de la diplomatie saoudienne sur comment se positionner en Syrie. Je me souviens qu'en décembre 2015, l'Arabie Saoudite rassemble une grande conférence à Riyad et crée une espèce d'alliance islamique qu'elle présente comme étant une sorte de système de défense contre le terrorisme de façon très très large. Puis, alors certains se sont dit c'est tourné contre l'Iran, d'autres se sont dit attention, ils vont peut-être intervenir directement en Syrie. Puis bon, finalement, il s'est rien passé. Et là, il y a quelques jours, rebelote, MBS crée une nouvelle alliance pan-islamique destinée là aussi à détruire le terrorisme. Alors ma question est la suivante, comment est-ce que vous interprétez ces alliances? Est-ce qu'il ne va encore rien se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que vous pourriez répondre là-dessus? Merci. Jean-Paul, non, on va reprendre encore des questions. Jean-Paul? Oui. J'ai deux questions pour chacun des acteurs. Mourad, dans l'hypothèse, en regardant tes cartes, dans l'hypothèse où le détroit d'Ormuz est bloqué, comment le Qatar fait-il pour évacuer son gaz? Il n'a pas de gazoduc terrestre, ou en tout cas les gazoducs passeraient par soit l'Arabie Saoudite, soit les Émirats. Et par ailleurs, dans l'hypothèse de navire méthanier, évidemment, si le détroit d'Ormuz est bloqué, il n'y a plus de navire méthanier qui traverse le... Donc du coup, le Qatar est un peu coincé. La seule solution serait d'évacuer par l'Iran, ce qui ne serait pas inintéressant. Donc c'est une question. Et puis pour Ta, est-ce que l'agenda saoudien, finalement, c'est pas de créer un axe Arabie Saoudite-Israël? Merci. Bien. Allez-y. Oui, moi j'avais juste une petite question pour Mourad Chabi. Il me semble que l'année dernière, en janvier 2016, il y a eu des levées de sanctions de la part des Américains et des Européens à l'égard de l'Iran. Il y a eu des nouvelles sanctions depuis, alors parce que ça c'était sous Obama et après, donc aujourd'hui on est sous Trump et il y a eu des nouvelles sanctions assez récemment, je crois. Ma question c'était par rapport à l'Arabie Saoudite qui est un allié, on va dire, historique des Américains, est-ce qu'on peut pas parler d'évolution dans les rapports entre les Américains et l'Iran, et est-ce que ça représente un danger pour l'Arabie Saoudite, effectivement, qui est un rapprochement qui se fasse et effectivement des sanctions qui soient levées, pourquoi pas des échanges qui se mettent en place entre les Américains et les Iraniens? D'accord. Merci. Une autre question? Alors, merci en tout cas pour les différentes questions posées. Alors rapidement, en tout cas, ça n'a pas déplu aux militaires français, donc le rétex des chars Leclerc sur le Yémen, tout simplement parce que le retour d'expérience du combat sur le terrain des chars Leclerc bénéficieront bien évidemment aux équipages à la fois émiratis mais aussi français. Donc voilà, les militaires n'ont pas dit non, même si la cause, vous avez tout à fait raison. Alors, par rapport à la question de Jean-Paul,
sur le Qatar, le gazoduc, tout à fait. C'est ce qui fait justement que le Qatar a toujours voulu avoir sa propre diplomatie autonome, plus autonome qu'elle ne peut, en l'occurrence en usant du soft power et d'autres éléments, tout simplement parce que comme on l'a dit, je crois que c'est précédemment ou ce matin, je ne sais plus, le Qatar et l'Iran partagent. Le Qatar dépend à 93% de ses hydrocarbures et du gaz. Il tend à diversifier son économie, mais ses nappes de gaz sont à cheval entre sa frontière et celle de la République islamique d'Iran. Qui plus est, lors des dernières sanctions qu'ont mis en place de manière unilatérale les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et Bahreïn, en fermant les frontières, 2 États ont immédiatement, entre guillemets, accouru et secouru, sont venus au secours du Qatar. C'est l'Iran, la République islamique d'Iran et la Turquie. Donc, le Qatar n'a pas intérêt, et justement à la fois, avoir de mauvaises relations avec la République islamique d'Iran, et elle a tendu, la stratégie a toujours été celle du dialogue continu, et si le détroit d'Ormuz était bloqué, là on s'en remet concrètement à c'est un acte d'hostilité au travers de la communauté internationale et à destination des États occidentaux et notamment des États-Unis qui n'accepteront jamais le fait de pouvoir bloquer le commerce international, et ça c'est une ligne rouge que les États-Unis ne laisseraient pas faire. Autre dernière question concernant les sanctions, c'est ça? Alors oui, il y a eu des nouvelles sanctions ces derniers temps. Alors vous faites un peu la jonction entre... Il y a 2 choses il faut repartir un peu plus loin plutôt qu'en 2016. Il faut repartir de 2015 et lorsque l'accord sur le nucléaire a eu lieu. Là, on est... les États-Unis ont comme chef d'État, président Obama. Et là, le nouveau prince héritier, MBS, est en colère contre Obama et n'accepte pas le fait accompli, le fait que l'embargo à destination de la République islamique d'Iran va être levé. Pourquoi? Parce que l'Iran a une réelle industrie. Elle dépend certes des hydrocarbures, mais les sanctions n'ont pas eu que de mauvaises conséquences. Les Iraniens, de nombreux Iraniens sont instruits, les ingénieurs sont très bons, ils maîtrisent certains domaines, notamment en avance, la technologie par numérisation, l'intelligence artificielle, ils fabriquent leurs propres robots, la domotique, donc ils sont plutôt bons, ils ont une industrie développée, une économie forte, qui est certes dépendante des hydrocarbures, mais la levée éventuelle des sanctions complètes et totales ferait ou créerait une distorsion de puissance plus supérieure encore que ce qu'elle dit, elle est égalitaire, mais supérieure à ce qu'elle pourrait être en comparaison de l'Arabie Saoudite. Et là, ça pose un problème. L'Arabie Saoudite, qui elle est monodépendante, clairement, elle est encore sous dépendance majeure des hydrocarbures, à plus de 90%. D'ailleurs, la vision 2030 mise en place par le nouveau prince entend créer une industrie à la fois du savoir et de la recherche et développement, avec une ouverture sur beaucoup d'universités, faire en sorte que des chercheurs puissent venir former des jeunes potentiels saoudiens, venir s'installer. Bon, il y a encore du chemin à faire. Et là, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, dans un premier temps, il n'a pas évoqué grand-chose, il n'a pas dit grand-chose. Mais avec le temps, et là, on se rend compte qu'il y a des pressions très fortes, à la fois de certaines monarchies du Golfe et d'Israël, à destination de l'administration américaine qui n'est pas unanime dans sa décision à l'encontre de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire que certains veulent en l'occurrence, la fin d'un nouvel embargo, d'autres non. La chef de la diplomatie européenne a clairement dit que l'Europe n'attendait pas la décision des États-Unis pour ou non continuer l'ouverture économique. Donc on voit qu'on est complètement ici dans un flou juridique. Par contre, une chose est concrète, c'est que les Américains ont mis en place des sanctions à destination des personnes, donc certains notamment en lien avec les Pasdaran et d'autres les gardiens de la révolution iranienne, mais sur des personnes, des sanctions. Les Iraniens ont immédiatement également mis en place des sanctions contre ces mêmes personnes. Mais là, on est encore dans une dialectique qui a besoin de plus de clarté, parce que ça engagerait ou ça amènerait vers une direction qui peut être assez dangereuse dans le moyen long terme. Merci. Donc, concernant la première question, c'est donc sur les interventions de l'Arabie Saoudite en 2015 en Riyad. C'est Riyad 1 qui a abouti à élargir encore un peu plus le comité de négociation à Genève. Donc, le but de cette conférence Riyad 1, qui était à la base, c'est élargir bien sûr le comité, mais aussi par cet élargissement
marginalisé l'influence du Qatar, qui était fort, notamment au départ à travers le Conseil national syrien, qui s'est transformé en coalition. Le Conseil national, c'était majoritairement frères musulmans, donc pro-Qatar. En 2012, on fait la coalition nationale. Encore plus, on élargit encore un peu plus. On prend d'autres opposants, y compris des pro-saoudiens. Riyad 1, on élargit encore un peu plus pour augmenter l'influence et la présence de l'Arabie saoudite au sein des comités qui négocient à Genève. Et la semaine dernière, c'était Riyad 2. Riyad 2, on élargit encore un peu plus, mais cet élargissement prend en considération les prérogatives russes. Puisque le roi d'Arabie, il est allé voir Poutine à Moscou, je crois qu'il y a 2 semaines, et à partir de là, donc l'Arabie saoudite accepte la réalité, c'est que ce sont les Russes aujourd'hui qui contrôlent, qui dominent, qui ont les derniers mots concernant la crise syrienne. Les Russes, honnêtement, en concertation avec Trump, parce que tout simplement, Trump accepte finalement que la Russie soit l'acteur, la puissance internationale qui gère ce dossier. Donc, de ce point de vue, l'Arabie saoudite, un allié à Washington, donc Washington recule ou ne veut pas forcément intervenir ou se mêler, entre parenthèses, en tout cas intervenir en force dans le dossier syrien, c'est la Russie qui s'impose. Et donc Riyad, c'est tout simplement accepter la vision de la Russie, mais tout en mettant des hommes qui sont pro-saoudiens au sein du comité de négociation. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Oui. Ça rejoint un peu la question, oui. Oui, je pense, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, là, la deuxième question, c'est que est-ce qu'il y a une alliance, est-ce qu'il y a un axe Israël, Arabie Saoudite. En effet, il y en a. Aujourd'hui, cette alliance existe, mais justement, cette alliance vient un petit peu contredire les visées de l'Arabie saoudite comme une puissance qui représente le sunnisme ou les musulmans, puisqu'elle s'allie avec les Israéliens. Et cette alliance, si je réponds en même temps aux deux questions, l'alliance avec les Israéliens, c'est tout simplement parce qu'il y a un point commun, c'est que les Israéliens, les Américains, Trump en particulier, l'administration Trump, les Israéliens et l'Arabie et les Saoudiens, et ils ont un ennemi en commun qui est l'Iran. D'accord ? Et cette alliance-là, et bien sûr, on ne peut pas dire que l'Arabie saoudite, à partir de là, peut se considérer comme un représentant ou des musulmans, hein, en tout cas des sunnites. Cette alliance avec les Israéliens, qui peut être résumée comme une exploitation de l'hostilité de Donald Trump à l'Iran. D'accord ? Donc, qui vise en particulier à limiter l'influence de l'Iran dans la région. Donc, il s'allie même avec les Israéliens. Je ne sais pas si ça répond. Alors, aussi. Je peux juste 30 secondes pour compléter un peu la réponse de Zachary. Oui. Concernant cette organisation de coopération contre le terrorisme menée, construite par l'Arabie Saoudite. Dès 2015, 34 États en étaient membres, aujourd'hui 40. Et quand on regarde un peu la liste des États membres de cette organisation, on se rend compte que déjà l'Irak, la Syrie, l'Iran d'emblée, alors que c'est un pays musulman, en sont exclus, le Qatar. Mais par contre, quand on regarde l'Algérie, il n'y a pas adhéré. On se rend compte qu'il y a une grande partie de ces États qui sont des États en voie de développement et très pauvres, donc qui sont venus là pour espérer peut-être grappiller quelques dizaines de millions de dollars ou cinquantaines de millions de dollars d'aide. Et là, on est toujours dans cette stratégie saoudienne
voilà, de vassalisation, mais aussi de démonstration ou de représentation devant à la fois la communauté internationale, mais aussi la communauté musulmane dans son ensemble, démontrant que l'Arabie Saoudite, elle, porte en elle le modèle musulman. Elle détient sur son territoire la Mecque, Médine. Elle l'entend justement avec le message entre guillemets modernisateur du nouveau prince héritier, vouloir amener un nouveau regard, nouvelle chose. Sauf que là, concrètement, la démonstration s'arrête là. Il y a eu un exercice militaire qui a eu lieu en début 2017, une opération militaire où plutôt les militaires de plusieurs pays ont été envoyés, ici et là, des Sénégalais, des Émiratis, des Saoudiens. Ils ont défilé, ils ont fait un petit exercice, des tirs d'artillerie, sans plus, voilà, concrètement. Et on évoque aussi, dans le cadre de cette coopération-là, un échange de renseignements. Là, par contre, ça intéresse un peu plus certaines puissances, parce que, par exemple, la Chine, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la France ont porté un regard intéressé juste sur ces coopérations entre services de renseignement. Et là, on est un peu plus dans le concret. Par contre, concernant cette force militaire en tant que telle, les armées sont tellement disparates, les moyens éparpillés, qu'elle est concrètement plus une vitrine de la démonstration, entre guillemets, diplomatique du savoir-faire saoudien qu'une réelle organisation quelconque. Bien, il nous reste encore un peu de temps. S'il y a encore des questions, allez-y, monsieur. Je retiens tout le monde avant la pause café, mais le café sera d'autant plus appréciable du coup. Une question rapide du coup en fait pour Zakaria Taha, justement par rapport à l'influence saoudienne dans la crise syrienne. Est-ce que vous pensez que, en tout cas en partie, l'échec de la rébellion proviendrait peut-être, là je parle de la rébellion en général, modérée ou non, proviendrait peut-être du fait qu'elle a été très morcelée et que peut-être que des puissances extérieures n'ont pas su quel groupe ils pouvaient soutenir et financer ou non. L'armée syrienne libre a pendant longtemps été très hétérogène en fait. Donc est-ce que du coup ça a peut-être amené les puissances extérieures à ne pas savoir qui soutenir ou ne pas soutenir? Voilà, merci. Oui. Je pense qu'il y a un facteur intérieur qui est lié en effet à l'absence d'une unité. Mais ça, on le trouve pratiquement dans tout le monde, là où il y a des révolutions qui sont comparables. Surtout dans un contexte d'un régime autoritaire qui est au pouvoir depuis une quarantaine d'années, donc absence d'une opposition structurée, que ce soit politique ou militaire. Il y a un facteur, mais je pense intérieur, mais je pense qu'il est minime. Pour moi, je pense que le facteur le plus important qui a fait en sorte que la révolution syrienne ou le mouvement de contestation a échoué, c'est notamment l'hésitation des Occidentaux. Un premier, on ne savait pas, est-ce que il faut absolument soutenir une rébellion, on ne sait pas à quoi ça va donner. Et cette hésitation, notamment, je pense qu'elle est due en premier à la montée en force et en puissance des frères musulmans en Tunisie et en Égypte. C'est-à-dire, on a vu que les mouvements de contestation en Égypte, en Tunisie, ça donnait des frères musulmans. Je pense que les Occidentaux, qui eux, à mon avis, ils sont plutôt allergiques, hein, il faut le dire, aux frères musulmans, aux islamistes en général. Je pense qu'ils hésitaient. Est-ce qu'il faut absolument encore soutenir un pays, la Syrie, qui pourrait peut-être donner aussi un pouvoir islamiste? Donc il y a une hésitation. Cette hésitation est hésitation occidentale en premier, qui est liée au mouvement islamiste. Il y a aussi un facteur important, c'est que les Américains n'ont pas voulu intervenir ou n'ont pas voulu jouer complètement leur carte. Hein. Pour eux, la Syrie, c'est un pays qui n'est pas très intéressant du point de vue économique, mais aussi du point de vue diplomatique. Les Américains n'avaient pas d'échange diplomatique très fort avec la Syrie depuis les années 50, hein, depuis très très longtemps. Contrairement, par exemple, aux relations entre l'Égypte et les Américains. Il y a des relations militaires, politiques, beaucoup plus importantes qu'avec la Syrie. Donc, la Syrie, c'était
pas un terrain important pour les Américains. Hein. En plus, il faut rajouter à ça l'administration Obama qui avait une politique, une stratégie un petit peu non interventionniste. Hein. Donc, il tombe mal, ça tombe mal pour les Syriens. Donc, tous ces facteurs-là ont fait en sorte que les acteurs régionaux et internationaux interviennent. Et tous ces acteurs régionaux et internationaux ont des intérêts divergents, hein, que ce soit entre l'Iran et la Turquie, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre la Russie et les États-Unis. Donc, ça fait en sorte que là, le mouvement de contestation syrien est plutôt été pris en piège et même soumise aux différents enjeux régionaux et internationaux. Merci. Le temps de la pause a sonné. Merci pour nos deux intervenants pour leur excellente analyse. Le plaisir continue après la pause. Donc nous allons avoir deux autres interventions et nous allons conclure vers 17h. Non, trois autres interventions. Enfin, deux en un, enfin un shampoing et un après-shampoing. Donc, nous allons conclure vers 17h. Donc, un quart d'heure de pause, 15 minutes de pause.